Alors, je sais que vous êtes beaucoup parti au Sénégal notamment, à travers les plusieurs pays d'Afrique que vous avez fait avec Interplace France. Et le Sénégal, donc pays d'Afrique de l'Ouest, on le rappelle, capitale Dakar. Alors, quelle était ta première mission au Sénégal? Alors aujourd'hui, nous sommes beaucoup au Sénégal. Comme tu le sais, ça fait plus de 25 ans qu'on part en mission, notamment dans l'Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Madagascar, l'Asie, etc. Moi, j'ai rencontré personnellement le Sénégal en 2011. En 2011, un peu par hasard, parce que je faisais une conférence à Paris sur l'ethnochirurgie. C'était dans un espèce de colloque avec des ethnologues. J'étais très intéressé à cette période sur tout ce qui était l'ethnopsychiatrie, l'ethnologie, etc. Et j'ai commencé à développer mon concept d'ethnochirurgie. Donc j'ai rencontré une ethnologue qui nous a mis en contact, qui avait fait son travail de thèse dans un village en Casamance et qui avait beaucoup travaillé, qui avait passé une année sur le problème des accouchements, etc., sur le plan ethnologique, et qui m'avait mis en relation avec un chef de village, Ndiobo Mbalo, qui était lui-même responsable d'une une ONG locale, mais c'était une ONG d'agriculteurs, qui aidait toutes les populations avec le développement de l'agriculture locale. Donc voilà. Donc mon premier contact a été au cours d'une mission d'aller rencontrer toute l'équipe de cette ONG. C'est la ONG Marewe, c'est l'ONG 7A. C'est une ONG donc de Casamance, fait par des Casamançais, donc du Sénégal, et dirigée par Ndiobo Mbalo. Et la Casamance, c'est une région du sud du Sénégal, c'est ça? Alors la Casamance est tout au sud du Sénégal. Il y a toujours un petit conflit local, un peu d'indépendance avec des actions un peu militaires d'indépendance de la Casamance. C'est une région qui est un petit peu en conflit avec le pouvoir central, parce que très loin, délaissée, etc. Elle est séparée, entre guillemets, par le reste du pays, par La le Gambie? Ghana, La la Gambie, Gambie. pardon, la Gambie, qui, un proverbe local dit que la Gambie est une épine du pied Ouais, parce que ça rentre comme une épine en fait dans le voilà, Sénégal. Ouais. dans le Sénégal. Donc la Gambie vraiment scinde un petit peu cette partie. C'est une région qui est un peu isolée, mais très riche parce que en agriculture, en culture, etc. Et c'est un peu développé. La côte est un peu développée également avec le tourisme. Donc c'est d'ailleurs là où il y avait eu un premier club méditerranéen en Afrique, il y a très très longtemps. Ah Moi oui, je ok. connaissais Ziguinchor, cette région. J'entendais un peu parler de la Casamance, mais de manière un peu positive à cause de ce côté touristique. Mais là, moi je te parle de la Casamance au fond des terres, pas du tout sur la côte. Après Kolda, vers la frontière avec le Mali et la Guinée. Donc vraiment voilà, le fond de la Casamance qui, elle, est très pauvre et avec un système sanitaire très délaissé. Donc depuis 2011, on y a été. On a commencé par faire même des missions autour du Ciné Saloon à Tiadiaye. Ensuite, on a beaucoup été faire des missions à Kumbakara, Bagadadji, Tankranto, Kolda, etc. Donc on a vraiment pendant une petite dizaine d'années été faire plusieurs missions dans cette région très isolée de la Casamance. Donc quand vous alliez en Casamance, vous alliez en brousse, Alors c'est vraiment. ça, là c'était vraiment des missions de brousse. C'était des missions qui étaient assez fatigantes parce qu'on arrivait à Dakar à 23 heures, on dormait 2-3 heures. Et puis à l'époque, l'aéroport était vraiment dans l'intérieur de Dakar. Et pour partir, pour éviter tous les embouteillages, on se levait à 3 à 4 heures du matin, on quittait, on avait 14 heures de voiture, de taxico, on partait toujours en taxico collectif. Donc on prenait 2 taxicos collectifs pour mettre tous les bagages sur le toit. Et puis là, on partait, on se tapait tout Tambacounda, on contournait, on était obligé de contourner toute la Gambie pour aller jusqu'à Kolda et cette région. Donc c'était vraiment très très long. À un moment, on a essayé de passer par la Gambie, par le fleuve, il y avait des bacs, mais une fois sur deux, les bacs étaient en panne, on était raquetés, etc. Enfin, c'était très long. Donc pour gagner 2-3 heures de voiture, on était beaucoup embêtés. Donc voilà, ça, c'était des missions. Et donc on arrivait directement au village et là, on était vraiment dans le village. On savait où on allait, parce que tout avait été coordonné avec l'ONG avec laquelle on travaillait, l'ONG 7A. Et donc, ils avaient, eux, organisé un petit peu le recrutement, les consultations, etc. Mais là, on était vraiment dans les villages. Donc vous partiez en taxi collectif. Ah oui, parce que C'est 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 quoi le plus ça? pratique. Taxi collectif, c'est les taxis collectifs, c'est-à-dire que c'est des taxis, si tu veux, c'est des 7 à 9 places. C'est les anciennes Peugeot françaises, qui sont un peu des breaks, c'est des breaks qui sont utilisés, et ils remplissent petit à petit. Et quand le taxi est
plein, eh ben, alors ce sont des taxis spécifiques qui permettent de sortir de Dakar, qui font Dakar-Kolda. Ce ne sont pas des taxis que tu trouves dans l'intérieur de Dakar, ce sont des taxis collectifs pour 9 places. Donc une fois que le taxi est plein, il part. Mais nous, évidemment, on n'a pas le temps d'attendre, etc. Donc on avait tout un réseau localement. On a beaucoup organisé une mission avec un chauffeur qui s'appelait Aziz. Donc il avait toujours un copain qui venait avec son deuxième taxico. Donc dès qu'on arrivait à l'aéroport, on chargeait sur la galerie toutes nos malles, on les attachait, etc. On allait juste à côté de l'aéroport dans un petit hôtel où on pouvait dormir 2-3 heures pour prendre une douche. Et à 3-4 heures du matin, on se relevait pour partir, etc. Les chauffeurs dormaient dans le taxico pour garder les malles. Et dès le matin... Ah ouais, vous laissiez votre matériel sur la voiture, Ah en oui, fait. oui. Bah oui, parce qu'on avait de l'aéroport, si tu veux, on avait tout mis sur les galeries, tout attaché, etc. Ça prenait déjà 1 heure, 2 heures. Et ensuite, je te dis, à 3-4 heures du matin, on réveillait Aziz et son chauffeur, et puis on partait... et là, on se tapait toute la journée... Alors on faisait un arrêt à Kaolack en général, on avait un peu nos habitudes, c'est-à-dire qu'on descendait vers midi, 13h, on s'arrêtait à Kaolack au milieu sur le chemin, chez un Libanais, il y avait un restaurant libanais où on mangeait du poulet yassa, très très bon. Et ensuite on continuait, on arrivait à 21h, enfin c'était vraiment des trajets très très longs. Hein. 14 heures de taxico, on arrivait, on était morts. Et on arrivait directement dans le village, dans le noir. Alors nous, on avait l'habitude parce qu'on connaissait, on y allait souvent. Mais quand j'amenais des premiers chirurgiens ou des infirmières, etc., ils arrivaient dans le noir, en pleine brousse, dans un village. C'était assez spécial, quoi. Ouais. Se retrouver dans une case. Ah ouais. Le soir, mais là, tu dors direct. Ah oui, là, on dort direct, parce que là, on arrive dans la nuit. Ouais. Et dès le matin, tu sais, en Afrique, on se lève très tôt, hein, parce que le jour se lève, il n'y a pas de volet, il n'y a pas de... Ouais. Et puis, il y a les bruits du village, des poules, etc. Enfin, bref. Donc, on est levé très tôt, et puis là, dès le matin, on découvre le village, le dispensaire. Là, dans ces cas-là, on travaille souvent dans des cases de santé. Donc, la case de santé, c'est vraiment un bâtiment très simple, avec un toit pourri, avec les chauves-souris. Ah oui. Et puis, il y a un puits, en général, dans la cour, il y a un puits. Et donc là, dès le premier jour, le premier travail, c'était de nettoyer toute la salle, tout vider et de nettoyer la salle, d'organiser un peu la consultation, etc. Voilà. Et la mission était lancée. Hein. Ouais, et là, vous restiez combien de temps environ ? En général, alors, c'était une dizaine de jours, parce que le temps, tu sais, de lancer la mission, que les consultations se fassent, que la sélection se fasse, de faire les opérations, tout est beaucoup plus lent hein, quand tu es en brousse. Et donc là, on était vraiment avec tout notre matériel, on apportait tout. Donc là, on travaillait évidemment tous les jours. Dès que la nuit tombait, on s'arrêtait. Alors l'avantage, c'est qu'on vivait vraiment au village, quoi. Donc le soir, on voyait tous nos patients dans les cases. Nous-mêmes, on dormait au village dans une case, etc. Donc c'était sympa. Et puis c'était bien parce qu'on était sur place en plus. Tu vois, pour le post-opératoire, pour voir les patients, etc. Donc c'était assez pratique, c'était assez efficace. Et puis c'était aussi, pour nous, surprenant, quoi. Des paysans, c'était une aventure humaine extraordinaire. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Incroyable. Et donc du coup, des conditions assez sommaires, et vous avez fait ça pendant quelques années ? Ça, on a fait ça pendant quelques années, donc on a beaucoup fait, on a écumé un peu toute la Casamance. Hein, je te dis, on n'a pas été trop sur la côte, ou vers Ziguinchor ou ça, où il y avait un petit hôpital. On a été à Kolda aussi, à un moment on a travaillé à Kolda, avec l'hôpital de Kolda. Mais on a surtout été voilà, dans les terres où les zones étaient vraiment... où il n'y avait pas du tout de structure sanitaire. Et ensuite, comme toute mission, si tu veux, au bout de 5-6 ans, les missions se tarissent un petit peu, les problèmes locaux arrivent, etc. Enfin bref, au bout d'un temps, on a été moins sollicité et il y avait moins de patients à opérer, forcément, puisque au bout d'un moment, tu opères toutes les fentes, etc. Après, par hasard également, j'ai été en contact avec un autre projet sur Saint-Louis du Sénégal. Donc ça, c'est à partir de 2018. Donc 2018 jusqu'à aujourd'hui, où, entre autres, hein, parce qu'on a continué à partir à Madagascar, dans d'autres villes, etc. Et puis il y a eu la guerre en 2020 en Arménie. Donc il y a toutes les missions en Ukraine, en Arménie. On a toujours continué à partir le Congo, Bukavu, etc. Mais on a, sur le Sénégal, à partir de 2018, fait une mission par an, à Saint-Louis du Sénégal. Ouais. À Saint-Louis spécifiquement, donc qui est au-dessus de Dakar. Et là aussi, c'est une mission qui s'est faite un peu par hasard. C'est une de mes patientes, très sympa, qui travaillait beaucoup en Afrique, qui, au cours d'une discussion un jour, m'a dit « Ah, mais je connais très bien un monsieur, appelez-le de ma part, il a une société à Saint-Louis du Sénégal, etc. Il serait très intéressé par vos projets de chirurgie en dispensaire, dans les régions, etc. Contactez-le de ma part. »
Donc moi j'ai envoyé Ok. un email à ce monsieur, il s'appelait Michael Laurent. Il était PDG d'une grosse société de légumière, la SCL. Et spontanément, très gentiment, il m'a tout de suite répondu en me disant écoutez, avec plaisir. Et il m'a mis en contact avec la médecin du travail de cette société. C'est une grosse société légumière dans le nord du Sénégal, au-dessus de Saint-Louis. Ce médecin très sympa qui s'appelait Dominique a tout de suite vu qui on était. Elle s'est un peu renseignée en Casamance avec tous ses contacts pour voir qui on était, quelle réputation on avait. Ouais, bien sûr. Ah, ça c'est important, tu sais, tu as des Bah blancs oui, qui arrivent, une ONG, tu sais pas qui t'as affaire, etc. Surtout qu'au Sénégal, le système est quand même de haut niveau, quoi. Les médecins sont très très bien formés, ils sont malins, ils sont bien formés, etc. Donc ils font pas n'importe quoi. bien sûr. Donc elle s'est un peu renseignée dans le sud du Sénégal, en Casamance. Elle a eu un très bon retour sur notre ONG, et qui est d'une totale transparence, et puis tout est sur Internet, et les gens savent qui on est. Et donc elle m'a dit, ah, avec plaisir, et tout ça. Donc on a organisé une première mission, voilà, première mission en 2018. Ok. Et depuis ça, vous continuez, vous êtes parti une fois par an, du coup. Alors, donc, la première mission a été faite initialement dans des villages autour de la société SCL. La société est à Diama, c'est juste sur le fleuve Sénégal. Au début, on a été travailler dans les dispensaires qui dépendaient un peu de cette région de Diama et de la société. On était beaucoup aidé par le médecin du travail de cette société, parce que cette société est très impliquée dans la santé de ses travailleurs, de ses membres de la société, donc elle est très impliquée dans le dépistage, la vaccination, etc. Ils font vraiment des choses formidables avec un médecin du travail et tout. Et donc là, nous, le but c'était d'aller dans les dispensaires, et notamment on a commencé dans une case de santé à Nguelak, un petit village, où il y avait tous les agriculteurs qui avaient leur famille, qui avaient leurs enfants, etc. Donc nous, on travaillait là. Donc le médecin du travail de la société recrutait tous les patients chez les travailleurs de la société et chez les familles et chez les villages environnants. Ok, ok. Donc toute cette population-là, à qui il fallait faire des séquelles de brûlures, des fentes, des choses comme ça, on les opérait en dispensaire, en case de santé. Donc on a fait ça chaque année, une mission, on organisait une mission. Et ensuite, depuis 2 ans maintenant, on travaille parce que Michael a développé son infirmerie. Il a vraiment construit une infirmerie avec plusieurs salles, etc., propres, nickel, Ah etc. ouais, carrément. Ah oui, Ouais, ouais. donc vraiment un endroit pour travailler pour nous qui est extraordinaire. C'est quasiment pas un petit hôpital, mais un centre de santé. Ouais. Et donc là, depuis 2 ans, on va donc dans l'infirmerie de SCL faire des missions. Et là, on a démultiplié le travail, parce que là, on a une salle, on peut surveiller les patients post-opératoires, ils peuvent prendre de la douche avant, etc. Il y a une organisation. Et surtout, on est aidé par les infirmières et les médecins de la société. Donc il y a une super organisation. Et donc là, par exemple, l'année dernière, on a fait 80 malades. Ah On a ouais. opéré en une semaine 80 malades. C'est énorme. Ah oui, ah bah oui, on a quasiment fait 2 tables d'opération, on est venu à 3 chirurgiens. Oui, c'est énorme. Oui. Ouais. C'est tellement énorme que l'hôpital Saint-Louis, c'est intéressant. Et j'ai même été faire une journée d'opération avec des chirurgiens de l'hôpital Saint-Louis, parce qu'on travaille en coordination avec évidemment le centre hospitalier, l'université locale qui s'appelle Berger, je crois, l'université de médecine. Donc vraiment, on travaille avec tout se sait, hein, tu sais, en Afrique, tout se sait, etc. Donc quand ils voient des gens sérieux, etc. Donc voilà, il y a une bonne coopération là, avec l'université, l'hôpital, et là, on va bientôt y retourner. Et il y a une vraie organisation, en fait, au Alors là, il y a une Sénégal. vraie organisation, parce que la sélection est de meilleure qualité. Ouais. Tu sais, quand on était en Casamance, ça c'était assez drôle, parce que quand on a commencé à Casamance, nos correspondants locaux étaient une ONG, mais une ONG d'agriculteurs. Donc c'était très drôle, c'est qu'ils n'avaient pas, si tu veux, la finesse de sélection, ou la capacité et la connaissance. Donc les consultations étaient importantes, mais mal sélectionnées. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait de tout. Oui. On avait des patients qui venaient pour des règles douloureuses, qui venaient pour des douleurs du dos, donc il y avait une grosse consultation de médecine générale, et donc on perdait beaucoup de temps à faire une sélection. Et donc au fil des années, ils ont appris ce qu'on faisait, mais c'était formidable, parce que pour une ONG d'agriculteurs, ils avaient super bien organisé les choses, etc. Tandis que là, il y a des médecins, et notamment des médecins du travail. Alors, il y a toujours des pathologies un peu annexes qu'ils n'arrivent pas bien à distinguer, etc. Donc, on a toujours beaucoup de consultations aussi qui sont un petit peu indifférenciées. Et puis, évidemment, quand il y a une consultation qui vient de l'étranger, etc., il y a quand même toujours le copain du copain qu'on te met dans la consultation pour donner un avis, etc. Donc, ça, il n'y a pas de problème. On fait plus de consultations que de cas spécifiques de chirurgie plastique. Mais la sélection est
un peu de meilleure qualité. Et ce qui est génial, c'est que non seulement pendant la mission, les infirmiers locaux nous aident, on les forme, donc chaque fois, on fait des séances de suture, de techniques simples de suture, par exemple, ne serait-ce que déjà pour l'hygiène, pour apprendre à mettre des gants de chirurgie, à travailler stérilement, avoir tous les protocoles pour tous leurs petits gestes qu'ils peuvent faire, parce que tu sais, c'est une grosse société où il y a beaucoup d'accidents de travail. Tu peux avoir une plaie, des accidents au niveau de la main, des choses comme ça. Donc tous les gestes primaires, on leur apprend. Et les gestes vraiment primaires d'urgence, c'est-à-dire suture, etc. Donc on apporte chaque fois des instruments, on leur laisse évidemment du matériel. Et on fait chaque fois, c'est très sympa, avec tout le personnel médical et infirmier, on fait des séances de suture. Donc il y a une formation de tout le personnel qui nous aide beaucoup, qui est vachement dynamique. Très sympa. Et puis on a surtout le post-opératoire, et ça c'est extraordinaire parce que quand on s'en va, il y a le médecin du travail local qui coordonne un peu toute la mission, qui peut suivre tous les patients pour les pansements. Pour nous c'est extraordinaire parce que quand on s'en va, on a tous les patients qui sont revus à l'infirmerie, etc. Avec la suite, on sait que c'est de bonne qualité. Vraiment pour nous c'est une structure qui est extraordinaire et on fait du travail. Ouais, tu pars avec le cœur un peu plus léger, disons. On part avec le cœur un peu plus léger, on est rassuré sur les suites opératoires, et c'est d'autant plus sympa que parfois il y a des missions, c'est pas toutes les missions. Hein. Par exemple l'année dernière, c'était pendant le Ramadan, donc on a eu moins d'internes, mais il y a les internes de Saint-Louis, voire de Dakar, qui viennent assister à cette mission. Et ils travaillent avec nous au bloc opératoire, donc parfois c'est génial parce qu'on a quasiment des internes locaux qui sont super bien formés et très demandeurs. Et donc là, on peut faire un travail énorme. Ouais, donc il y a vraiment une communication qui se fait là-bas du fait que ce soit plus développé par rapport au fait que vous venez. Exactement. Alors, le fait de venir régulièrement, déjà, ça donne une information qui fait qu'on peut mieux préparer les missions. Deuxièmement, Michael et la société SCL vraiment organisent hyper bien les choses. Et donc, vraiment, c'est une société très, très sérieuse qui vraiment investit beaucoup dans la santé dans le cadre du RSE, mais même avant. Parce que tu sais, maintenant, toutes les grosses boîtes ont un département RSE. Et Michael, lui, il n'a pas attendu ça pour vraiment s'occuper. J'étais vraiment impressionné parce que c'est rare en Afrique, il y a une société qui a un médecin du travail, qui s'occupe des vaccinations, de la prévention, etc. Ah ouais, t'as pas vu énormément beaucoup de choses. Ah ouais, non, c'est impressionnant. Pour nous, c'est vraiment un grand confort parce que c'est une structure qui est de qualité, où on fait des belles interventions, etc. Ouais, ça vous donne l'opportunité de travailler dans de bien meilleures conditions. Oui, là on travaille dans de bonnes conditions, on reste dans la chirurgie précaire, et ça reste quand même une infirmerie, hein, donc c'est pas un bloc opératoire, on organise tout, etc. On peut pas faire n'importe quoi non plus, mais quand même on a sur place une meilleure sélection, on a un suivi post-opératoire qui est de qualité, et puis surtout on travaille en coordination avec le centre hospitalier de Saint-Louis, donc des vrais chirurgiens, etc. Donc ça c'est pour nous très, très rassurant. Et on a aujourd'hui, depuis 2018, fait beaucoup de missions dans la région. Donc on a opéré à Saint-Louis, on a opéré à Nguelak, on opère à Diama, on a été même faire une mission à Richard Toll, dans une grosse société sucrière, qui est la plus grosse société sucrière du Sénégal. Donc voilà, on arrive à avoir couvert un petit peu toute cette région, et donc là on y retourne bientôt. Et tu parlais du coup d'un référent sur place. Qu'est-ce que ça apporte, un référent sur place, quelqu'un qui t'aide à organiser la mission en fait? Bien sûr. Déjà quand tu arrives, pour nous c'est indispensable. Quand on arrive dans un endroit, l'avantage d'avoir un référent sur place, c'est quelqu'un qui va être le médiateur local. Il va être le médiateur déjà, vis-à-vis de l'administration, c'est-à-dire que c'est lui qui va nous aider à avoir les autorisations pour pouvoir, par exemple, l'inscription temporaire à l'ordre des médecins, avoir l'autorisation avec le centre hospitalier, donc c'est lui qui va faire le relais sur le plan administratif. C'est lui qui va faire le relais aussi avec les patients, c'est-à-dire que c'est lui qui va organiser la consultation, qui va donner l'information, qui va dire voilà, il y a une mission, il y a Patrick qui vient avec l'ONG Interplaste France, Chirurgie sans frontières, qui vient de telle période à telle période, voilà telle pathologie, voilà ce qu'ils font, etc. Donc il va donner l'information, il va téléphoner à ses collègues dans les dispensaires, dans les cases de santé ou un peu dans toute la région pour dire voilà. Donc c'est le médiateur, c'est l'intermédiaire entre nous et la population, et ça c'est capital. Et en plus, quand on s'en va, c'est lui qui va pouvoir continuer à donner les informations et à assurer les suites post-opératoires. Ouais. Et c'est eux qui aident un peu à sélectionner, du coup, c'est eux alors, les patients. Le rôle qu'ils ont en tant que référent local, c'est soit effectivement d'être un intermédiaire entre, je te dis, l'administration et les patients, et puis il y a un deuxième aspect aussi qui est le recrutement. C'est eux qui vont effectivement, en tant que... Alors c'est pour ça qu'on aime bien avoir un référent médecin, voire chirurgien, parce que seul un chirurgien peut
pouvoir dire exactement tel type de pathologie, les chirurgiens plasticiens peuvent le faire. Cette pathologie, non, ça c'est les chirurgiens viscéraux, et ça, voilà. Donc c'est eux qui, la vraie sélection se fait par des gens qui sont du métier. Bien sûr. L'idéal pour nous, ça serait d'avoir un référent local qui soit chirurgien plasticien. Ouais, il saurait exactement ce que vous pouvez faire concrètement. Qui saurait exactement, ouais. Sauf que si jamais il y avait un chirurgien plasticien localement, notre rôle serait un peu diminué, quoi. Diminué, parce que nous, oui. on va là-bas parce qu'il n'y a pas de chirurgien plasticien. Oui, bien sûr. On va là-bas parce qu'on fait de la chirurgie réparatrice avec des techniques spécifiques qui n'existent pas à Saint-Louis. C'est dans une région où il y a un chirurgien plasticien, si. Alors, on peut quand même aller dans des endroits où il y a un chirurgien plasticien parce qu'on va l'aider. Parce que d'abord, le chirurgien plasticien localement ne peut pas tout faire. Il ne sait pas tout faire, parce qu'en chirurgie plastique, il y a différentes spécialités, chirurgie de la main, chirurgie maxillofaciale, etc. Donc il peut y avoir un plasticien qui a, si tu veux, un chirurgien plasticien général, mais qui pour certaines pathologies, a besoin de collègues, avec des techniques spécifiques. Par exemple, tu peux avoir un chirurgien plasticien qui va s'occuper du NOMA, mais lui va bien moins connaître toutes les techniques de reconstruction faciale, etc., de l'embo. Donc... pour nous, ça serait l'idéal d'avoir un référent local, chirurgien plasticien, mais ça n'existe pas en Afrique. Donc on a surtout des médecins. En fait, en pratique aujourd'hui, le vrai référent, c'est l'infirmier, soit de case de santé, soit l'infirmier local. Et là, à Saint-Louis, c'est du luxe parce qu'on a des médecins qui sont des médecins généralistes, mais qui sont quand même des médecins. Est-ce que tu as rencontré des pathologies particulières liées au lieu et climat du Sénégal, autant en Casamance, donc dans le sud, ou à Saint-Louis, plutôt au nord Alors, ça c'est une question bien particulière. Effectivement, il y a des endroits du monde où il y a des pathologies endémiques. Par exemple, tu peux aller dans une région très particulière de Madagascar où il y a beaucoup de goitres. Tu peux aller en Asie où il y a beaucoup de fantes, etc. Tu peux aussi aller dans des endroits où, comme il n'y a jamais eu de traitement, il y a beaucoup de pathologies. Elles ne sont pas spécifiques au pays. Par exemple, en Casamance, quand on y a été au début, mais dans toute cette région de la Casamance très pauvre, eh bien, comme il n'y avait jamais eu de mission, eh bien, il y avait beaucoup de fentes labiales, de séquelles de brûlures, etc. Donc ce ne sont pas des pathologies qui sont très spécifiques, mais elles sont importantes parce que soit elles n'ont pas été traitées, soit parce que ce sont des zones vraiment reculées où il n'y a aucun médecin chirurgien qui a été faire les opérations. Mais en Casamance, on a vu beaucoup de fentes, beaucoup de tumeurs bénignes, beaucoup de malformations au niveau des doigts, des mains, etc. Et comme alors dans toutes les missions nomades au village, beaucoup de séquelles de brûlures chez les enfants au niveau des mains, du membre supérieur, etc. Donc ça c'est un classique de la chirurgie de brousse. À Saint-Louis, il n'y a pas de spécificité. Il n'y a pas de spécificité vraiment. C'est de la chirurgie plastique générale, parce que quand même, c'est pas si isolé que ça. Ils ont l'hôpital Saint-Louis, ils ont Dakar qui n'est pas très loin non plus. Donc il y a quand même une infrastructure sanitaire de qualité. Donc c'est de la chirurgie plastique générale, je dirais. Séquelles de brûlures, tumeurs, fentes, ou beaucoup de séquelles de traumatisme, des accidents de moto, les accidents des plaies de main avec les coupes-coupes, avec les sabres, etc. Voilà. En Casamance, on a vu beaucoup aussi de plaies par sabre, parce qu'il y a beaucoup de bagarres ou de guérillas locales. Ah ouais, d'accord, ok. Et paradoxalement, on n'a pas vu beaucoup de plaies par arme à feu. Okay. Il y a toujours un petit mouvement de résistance, mais... la période où on y était, il y avait pas, il y avait quelques attaques un petit peu des villages, mais c'est des attaques au sabre. Et est-ce que vous étiez bien vu par la population locale là-bas ? Comment ça se passait en Casamance et en parallèle Saint-Louis, donc au nord ? C'est une question très intéressante parce qu'on s'attarde peu sur le regard de l'autre. C'est-à-dire que souvent, quand on fait ce genre de mission, ou les ONG, quand elles font ce genre de mission, elles ont un but, elles arrivent, elles font leur truc, tac, 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 et elles s'intéressent peu ou elles s'attardent peu sur le regard qu'on peut avoir sur ce qu'on fait comme activité. Et c'est vrai que les populations acceptent plus ou moins différemment notre travail parce qu'il est parfois pas compris, peu compris, ou parce qu'il est particulier. Et donc le regard de l'autre et notamment l'acceptation de nos missions est différent. Et effectivement, il y a un beau parallèle parce qu'en Casamance, où c'était vraiment un travail en brousse, au village, etc., au début, il y a toujours une appréhension, une méconnaissance. Les gens ne nous connaissent pas, ils sont un petit peu craintifs, les gens viennent progressivement. Souvent, on s'aperçoit que les consultations progressent au cours des missions, c'est-à-dire que les premiers y vont, ils ont un retour. C'est pour ça que nous, on a des techniques, on a développé des pratiques particulières où on n'arrive pas, on ne fait pas des choses
très difficile au début, on fait des interventions simples, c'est ce que j'appelle les interventions de présentation, les suites sont simples, faciles, etc. Donc progressivement, les patients ont un retour de ceux qui ont été opérés et ça prend de l'ampleur et généralement c'est en fin de mission qu'il y a énormément de patients. Ça, c'est une caractéristique. Donc, pour répondre à ta question, en zone rurale, au début, il y a une appréhension, une méfiance, et progressivement, ça se délie. Et ensuite, ensuite c'est l'invasion, quoi. J'ai des souvenirs en Casamance d'avoir des bus qui venaient de Guinée, Mais carrément. Il y avait c'était organisé, il y avait des minibus qui arrivaient, traversaient la frontière et venaient en consultation. Et bien évidemment, ils savaient qu'ils avaient des interventions gratuites, etc. Ça prend du temps, mais quand c'est parti, alors là, c'est parti à longue échelle. À la différence de Saint-Louis, où vraiment, là, les gens sont beaucoup plus au fait des technologies, de la chirurgie, de la médecine, etc. Tous les patients avec qui on travaille, qui sont soit des membres de la société de culture légumière, sont informés puisqu'ils ont un médecin, ils sont habitués à la médecine du travail, à la prévention, à la vaccination, etc. Donc eux, ils sont beaucoup plus informés. Et là, en général, l'acceptation est beaucoup plus facile parce que les gens savent exactement ce qu'on fait, ils ont confiance, puisqu'il y a un médiateur qui est le médecin du travail local et la société SCL qui leur apporte tout, leur offre tout, parce qu'en plus, nous, on travaille gratuitement. Donc c'est vraiment pour eux un cadeau à 100%. Ce sont des interventions gratuites. Imagine, ici à Paris, si tu avais ta société qui t'offrait tous tes soins gratuits, quoi. Tes interventions, tu irais chez l'ophtalmo, ça serait gratuit, les opérations, voilà, on a une prise en charge globale. Eux, là-bas, c'est vraiment... non, c'est très très bien vu et accepté. Et le plus beau cadeau pour nous, c'est généralement les mamans, les parents qui nous remercient après parce qu'elles voient qu'on a opéré l'enfant et tout. Et en plus, bon, l'aspect pécuniaire n'est toujours pas au premier plan. Ils sont contents, j'imagine, mais c'est surtout la satisfaction de voir que ça s'est bien passé. Ce sont des enfants qu'on voit qui ne sont pas opérés depuis 4, 5, 6, voire 10 ans, voire 15 ans. On fait même des malformations congénitales chez les adultes. Donc c'est des enfants qui ont des fentes labiales, ils ont 20 ans, et ils n'ont jamais été opérés de leur vie, quoi. Ils savent qu'ils ne pourront jamais être opérés et en plus ils savent qu'ils ne pourront jamais payer l'intervention parce que même si de plus en plus il y a des chirurgiens compétents en Afrique, forcément ils ont besoin de vivre, ils ont leur écologie sociétale de travail. Un chirurgien africain ne peut pas travailler pour rien. Bien sûr. Donc ils ont leur propre système et leur propre sociologie. Donc là, non seulement ils sont contents parce que l'intervention est possible et en plus elle est accessible par rapport au prix. Donc généralement l'acceptation est très bonne. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux, à vous abonner, à liker. Et à la prochaine pour un autre épisode.